Le 30 avril 2022, le ciel s'est effondré sur l'AS Nancy-Lorraine. Sèchement battu 3-0 par le 18e de Ligue 2 QRM, le Chardon est officiellement relégué en nationale, la 3e division, pour la première fois de son histoire. Club emblématique du paysage footballistique français, ayant formé et vu évoluer sous son maillot certains grands noms du ballon rond, Nancy sortait d'une décennie 2000 pourtant grandiose qui l'avait vu côtoyer les sommets du football français mais aussi européen, jusqu'à ce que des mauvais choix, des problèmes économiques et un rachat catastrophique ne plombent finalement la trajectoire de ce monument, aujourd'hui relégable en national. Alors comment l'AS Nancy-Lorraine est passée de la Coupe UEFA à la 3e voire à la 4e division française aujourd'hui? On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti générique. Pour bien comprendre l'ampleur de la chute nancéenne, il faut faire un bond de 50 ans en arrière dans l'histoire, direction les années 70. Né en 1967 sous l'impulsion de 2000 adhérents locaux qui lui permettent d'être créés puis d'être inscrits en Division 2, l'AS Nancy-Lorraine au départ n'est qu'une petite et toute jeune équipe dont la plupart des joueurs sont même semi-amateurs. C'est une des seules équipes professionnelles en France dont tous les joueurs travaillent, ont un emploi dans le civil. Nos dirigeants ont tenu absolument. Bobby Schneider, employé de banque, intérieur gauche. Alain Maillot, agent d'assurance, milieu de terrain. Mais pourtant, dès sa création, emmenée par la fougue de ces jeunes, la SNL va connaître une ascension folle, atteignant en moins de 10 ans les sommets du football français, avec une 4e place en 77, puis un sacre en Coupe de France la saison suivante, offrant à Marcel Picot et ses pèlerins des rendez-vous européens. C'est quoi l'avenir de l'AS Nancy-Lorraine, Michel Platini? Pour l'instant, c'est la Coupe d'Europe des coupes, c'est fantastique. À nous à pas nous enflammer, à voir le fossé qui nous reste des grandes équipes européennes et à nous à travailler pour y parvenir. C'est en rencontrant des grandes équipes qu'on peut s'en rendre compte. Mais si le club s'impose alors rapidement comme un élément important du paysage footballistique français, sous l'impulsion notamment du jeune Michel Platini, le ciel nancéen va pourtant s'assombrir dès 1987 et une descente en D2, la première depuis 13 ans, une descente qui lancera pour Nancy une vingtaine d'années d'ascenseur entre l'élite et l'antichambre du football professionnel. Mais seul au second poteau ne laisse aucune chance au gardien nancéen. Montée, descente, descente, montée, bref, la situation est loin d'être idéale, à tel point même qu'au crépuscule du second millénaire, Nancy se retrouve tout proche d'être relégué en national, ce qui ne lui est encore jamais arrivé dans son histoire. Mais tout va changer pour le club, tout va s'améliorer grâce à l'arrivée sur son banc d'un homme, celle de Pablo Correa. S'appuyant majoritairement sur le centre de formation nancéen pour créer une équipe ultra rugueuse mais aussi solide défensivement, le technicien, très proche de ses joueurs, va rendre la SNL tout simplement injouable avec une philosophie de jeu très simple, c'est le résultat qui compte, pas la manière, ou comme il l'a dit plus crûment, si tu veux du spectacle, va au cirque. Et cette philosophie de jeu va clairement marcher, puisque sauvé d'une relégation nationale en 2003, le Chardon version Correa va retrouver la Ligue 1 dès 2005 grâce à un titre de champion de France de Ligue 2, avant l'année suivante de goûter au frisson d'un nouveau titre national, celui de la Coupe de la Ligue que Nancy remporte face à Nice pour la première fois de son histoire. C'est fini, Nancy a remporté sa première Coupe de la Ligue et les Niçois sont abattus sur le terrain. Nancy 2, Nice 1. Et l'idylle nancéenne va même se prolonger au-delà des frontières françaises, puisqu'emmené par des noms qui respirent la Ligue 1 des années 2000, avec Puy-Grenier et Diakhaté en défense, Youssouf Hadji à la pointe de l'attaque ou encore Benjamin Gavanon un peu plus bas, les Rouges et Blancs brillent également sur la scène européenne en 2007, renversant en barrage le dernier demi-finaliste de la Coupe UEFA Schalke 04, avant d'aller jusqu'en 16e de finale de la compétition. Je pense que c'est la consécration de plusieurs années de travail. Donc voilà, il faut qu'on continue, on est une équipe très jeune. L'objectif c'était de se qualifier pour les poules, on l'a fait et puis voilà. Mais pour le cru nancéen,
La meilleure récolte sera sans aucun doute celle de 2007-2008, au cours duquel la bande de potes, dans un Marcel Picot et son synthétique devenu Forteresse, va truster les 3 premières places du championnat pendant 35 des 38 journées, avant finalement d'échouer au pied du podium, au pied de la Ligue des Champions, lors de l'ultime match de la saison. Pendant cette décennie 2010, Nancy a vraiment confirmé sa place de club emblématique de Ligue 1 avec certains joueurs emblématiques en Ligue 1. Je pense notamment à Youssouf Hadji qui est presque un joueur légendaire quand on pense à la Ligue 1 d'il y a quelques années. Certes, c'était pas du football champagne, c'était un jeu assez limité et sans vraiment de spectacle. Mais à l'époque, eh bien, ça fonctionnait malgré les petits moyens. Enfin, ça a fonctionné pendant un moment, car comme toutes les bonnes choses, eh bien, cette épopée a une fin qui va s'avérer bien plus brutale qu'attendue. Car rapidement, la méthode et l'élan donné par Pablo Correa vont s'essouffler, tout comme les performances d'un effectif bien trop restreint et pas assez profond pour supporter un calendrier surchargé par les déplacements européens en pleine semaine. Affaibli financièrement également par une gestion quelque peu hasardeuse et un déficit structurel qui oblige les dirigeants à vendre sans pour autant renforcer l'équipe, Nancy glisse dangereusement dès 2009 vers la deuxième partie de tableau, enchaînant les saisons au-delà de la 10e place, avant finalement, en 2013, que l'inévitable n'arrive, avec une relégation en Ligue 2, malgré le départ de Pablo Correa et l'arrivée à la tête de l'équipe de Jean Fernandez puis de Patrick Gabriel, des arrivées censées donner un nouveau souffle qui n'arrivera jamais. Et en Ligue 2, malgré 3 bonnes saisons sous l'égide d'un Pablo Correa de retour, marqué notamment par l'éclosion de jeunes joueurs du centre de formation dont Aïd Benasser et surtout Clément Langlais, des jeunes qui vont permettre à l'équipe de remonter en Ligue 1 en 2016, et bien pourtant les Nancéens vont peu à peu s'enfoncer dans une situation délétère, notamment économiquement, une situation qui, après une nouvelle descente en 2017, pousse le président historique, Jacques Rousselot, complètement épuisé, à s'écarter de la présidence tout en mettant officiellement en vente le club. C'est jamais facile à vivre, c'est toujours très très compliqué à admettre et surtout on a l'impression qu'on n'a pas fait le boulot, qu'il y a eu des manquements. Sauf que qui dit mise en vente dit un processus très long, une instabilité aussi du club, des transferts également bâclés puisque la direction est en partance, d'autant que dans la situation de Nancy, il va y avoir beaucoup de candidats de rachat dont la plupart vont finalement s'avérer assez peu sérieux. En parallèle, le président va lui aussi de son côté faire capoter quelques deals en essayant de renégocier pour avoir un pourcentage toujours plus important et en essayant de garder aussi un peu de pouvoir au sein du club. C'est notamment ce qui s'est passé avec le City Football Group, tout était prêt, c'était quasiment signé, et finalement ça a capoté à cause du président. Bref, ça va empirer la situation nancéenne en dehors puis sur le terrain, d'autant plus que le Covid et les soucis financiers qu'il a engendrés vont s'ajouter à tout cela, obligeant à l'été 2020 le président nancéen à réinjecter près de 4 millions d'euros de son portefeuille pour que le club passe l'étape de la DNCG. À ce moment-là, la SNL est dans une situation très compliquée économiquement, et pour vous donner une idée, il est tellement dans le dur financièrement qu'à ce moment-là, il compte même 2 ans de retard sur le loyer qu'il est censé payer chaque mois à la mairie pour le stade, un retard qui équivaut environ à 800 000 €. Mais tout va changer le 31 décembre 2020, avec l'officialisation enfin de la vente du club à un groupe d'investisseurs chinois et américains, dont fait partie le fonds d'investissement New City Capital. Sauf qu'alors que certains pensent que la situation du club ne va pouvoir que s'améliorer maintenant qu'il a été vendu, eh bien c'est pas vraiment ce qui va se passer. Car à l'instar de plusieurs autres clubs français, Nancy ne va pas être acheté par un investisseur lambda fan de football et souhaitant se rapprocher du Prévert. Non, le club il va au contraire être acheté par un fonds d'investissement qui possédait alors déjà plusieurs autres clubs dont Toon, Barnsley ou encore Ostende, un fonds d'investissement qui, loin d'avoir un projet sportif à long terme pour Nancy, a plutôt investi dans le club avec un seul et unique but, celui de faire du business et faire des profits. C'est d'ailleurs pour cela que le passage de New City Capital et de son président Shenley avait fait débat à Nice entre 2016 et 2019, période au cours de laquelle le fonds d'investissement possédait l'OGC Nice, qu'ils avaient mis en très grande difficulté après avoir contracté un prêt de 22 millions d'euros avec un taux d'intérêt de 9%. Bref, en vendant le club à ce fonds d'investissement, Jacques Rousselot, président depuis plus de 20 ans à Nancy, a fait le choix de la sécurité financière plutôt du projet sportif, ce qui est bien dommage et ce qui malheureusement va rapidement se ressentir au sein du club.
Après 6 premiers mois de transition, au cours desquels l'équipe va, contre toute attente, se maintenir sur le terrain en Ligue 2, tandis que le nouveau président Gauthier Gannet va peu à peu s'installer et prendre ses fonctions, les nouveaux dirigeants vont eux complètement rater leur premier mercato estival, un mercato qui n'est absolument pas préparé ni même anticipé, à tel point qu'à la reprise de l'entraînement en juin, l'effectif ne compte que 12 joueurs. Et ce premier raté va être d'autant plus problématique qu'à cela va s'ajouter une interdiction de recruter à titre onéreux en raison de la situation économique du club, un encadrement également de la masse salariale de Nancy, et enfin, pour couronner le tout, le départ dans d'autres équipes de plusieurs grands talents nancéens, dont Amin Bassi et Christopher Wu. Mais malgré la situation très compliquée, eh bien le président Gannet, sûr de son fait, va décider d'accentuer la rupture avec l'ancienne présidence en se séparant du coach Jean-Louis Garcia pour miser sur un tacticien allemand qu'il connaît de Barnsley, Daniel Stendel, un coach qui ne parle pas un mot de français à son arrivée et avec qui la mayonnaise ne va absolument pas prendre au sein du club. Car malgré plusieurs arrivées en prêt, ainsi que certains transferts masqués réalisés un peu en sous-marin via le club d'Ostende, Nancy, dont l'effectif est mal construit et surtout affaibli en raison d'une cellule de recrutement très peu performante, réalise le pire démarrage de son histoire, avec 4 petits points récoltés en 10 matchs, une véritable catastrophe. Symbole d'une absence de stratégie sportive et d'une gestion catastrophique et très peu professionnelle des nouveaux dirigeants et du président qui d'ailleurs n'est que très peu présent au club puisqu'il gère en parallèle en Belgique le club d'Ostende, la mise à pied du coach Stendel après cette série désastreuse va être suivie par une très longue période de flottement au cours de laquelle l'entraîneur intérimaire, Benoît Pedretti, qui devait rester pour quelques matchs seulement, va finalement être conservé pendant 3 mois à la tête de l'équipe première alors qu'il n'a aucune information sur la suite et que lui-même déclare ne pas être prêt pour ce poste, avant finalement que face à cette situation figée, il décide lui-même de mettre un terme à son intérim. Non, le sentiment bizarre c'est d'être encore là aujourd'hui quand tu annonces le 21 que tu veux arrêter. Il est là. Voilà, c'est bon, il faut passer à autre chose maintenant. Comme je l'ai dit, il faut vite qu'on trouve un entraîneur pour que les joueurs puissent travailler, pour qu'ils préparent le match de Toulouse, cette deuxième partie de saison. Et puis arrêter de tergiverser et perdre du temps. Au-delà de ça, et au-delà de l'équipe professionnelle, on peut aussi noter plusieurs choix désastreux de la part de la nouvelle direction, notamment avec l'équipe féminine qui va être rétrogradée arbitrairement par les investisseurs du niveau professionnel au niveau régional pour, je cite, faire des économies. Bref, la situation est telle que les supporters, qui considéraient au départ comme un espoir de renouveau ce rachat, vont eux aussi commencer à crier leur mécontentement à l'égard de la nouvelle direction, organisant même, en avril 2022, une marche funéraire dans les rues de la ville pour protester contre une gestion désastreuse et déconnectée de l'ancrage local et socio-culturel du club. Aujourd'hui, parce qu'on demande à Gauthier Gannet, on lui demande d'être présent au quotidien. Et s'il veut pas, parce que d'après lui, un club de foot, ça peut gérer à distance, voire même 2 ou 3. Si ça se faisait, ça se saurait. Bah oui, clairement, déjà que présider un seul club c'est compliqué, mais alors en gérer 2 en même temps, ça paraît vraiment impossible. Les employés du club, à ce moment-là, selon leur propre dire, se retrouvent livrés à eux-mêmes sans stratégie à court, moyen et long terme. Et si face à la situation, Jacques Rousselot, l'ancien président, va tenter de racheter le club pour changer les choses, eh bien il ne recevra aucune réponse de la part d'un président aux abonnés absents qui va plonger Nancy dans une situation inextricable. Car malgré la nomination d'un vrai entraîneur numéro 1, Albert Cartier début janvier 2022, la situation de l'équipe ne s'est que très peu améliorée sur le terrain, la SNL devenant, en février 2022, la 4e équipe seulement de l'histoire de la Ligue 2 à subir 2 défaites consécutives avec au moins 4 buts d'écart, avant d'être quelques mois plus tard officiellement reléguée en national pour la première fois depuis sa création. Et depuis, malheureusement, la situation n'a fait qu'empirer pour le club, car dans une saison particulière, avec 6 descentes et seulement 2 montées dans un championnat de seulement 18 équipes, les Nancéens sont actuellement relégables en national et pourraient connaître une 2e descente consécutive, une descente qui pourrait être fatale pour ce monument du football français. Alors, est-ce que Nancy va réussir à remonter la pente, peut-être comme l'avait fait Strasbourg il y a quelques années ? Tout n'est pas encore fini et un dernier espoir existe encore du côté de Nancy, qui a vu l'arrivée sur son banc d'un coach désormais mature et titulaire de tous les diplômes nécessaires, Benoît Pedretti.
Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la descente aux enfers de l'AS Nancy-Lorraine. Vous avez été beaucoup à me le demander, donc je me suis dit pourquoi pas nous intéresser à l'équipe nancéenne. C'est une équipe qui m'a marqué puisque ma première approche du football c'est dans cette décennie 2010 et donc Nancy pour moi, Marcel Picot, le synthétique, c'était une classique de la Ligue 1 et les voir aussi mal, les voir pourquoi pas descendre en 4ème division française, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre ce qui se passe à Nancy. Et aussi, pourquoi pas, si un jour votre club est racheté, comprendre la différence entre un vrai investisseur et un fonds d'investissement qui est plus là pour faire du business qu'autre chose. C'était Val, l'équipe, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci également du soutien sur cette dernière vidéo, ça me fait trop plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peace.